puis de donner 1200 cm² comme surface minimale à un animal, eh ben, on arrive finalement, en agençant les salles, les nouvelles salles, les salles reconverties de façon intelligente, je veux dire, on arrive à garder la même capacité de production, voire à produire plus. Donc ça, c'est quelque chose, je pense, bon, si on a besoin, on pourra utiliser, je ne sais pas, quelques illustrations pour démontrer ça. Je pense que c'est quelque chose qui est admis et qui est accepté par la filière. Donc le problème de la capacité de production, en termes de quantité, je pense qu'il est résolu. Après, il y a le côté qualité des produits, oui, qui a été effectivement un côté qui a été pendant très longtemps, qui a été étudié. C'est le premier qu'on a étudié quand les gens ont commencé à s'intéresser au logement collectif, avec des réserves par rapport aux griffures, par rapport aux hématomes, par rapport, pourquoi pas, à des hématomes sur les foies, etc., etc. Avec effectivement peut-être des impacts en termes de rendement, en termes de qualité de foie, par exemple. Un impact parfois qui a été évalué dans certaines conditions par certains chercheurs et dans certaines conditions expérimentales comme étant un peu négatif du logement collectif sur la qualité des produits. Et puis aujourd'hui, par rapport à ce que font les gens et par rapport à la façon dont les gens se sont adaptés, je pense qu'avec une petite phase d'adaptation, les gaveurs arrivent d'un point de vue qualitatif à résoudre leurs problèmes en adaptant un peu leur courbe de gavage ou autre, et arrivent à produire un produit qui respecte les critères de qualité qui sont exigés ou exigibles quand on fait du foie gras. Donc ça, c'est le deuxième côté qui était, donc ces côtés-là un petit peu résolus, il reste après la mise en œuvre des logements. Et sur la mise en œuvre des logements, comment le gaveur va s'adapter. Alors, mon point de vue par rapport à ça, c'est que ça change complètement son fonctionnement. C'est-à-dire que on peut imaginer, ou on pouvait imaginer, pourquoi pas, passer 2 heures dans sa salle de gavage le matin entre 5 et 7, et 2 heures dans sa salle de gavage le soir entre 5 et 7. Et puis faire un travail qui était relativement mécanique et cadencé, avec une rythmique qui était bien faite, bien organisée. Aujourd'hui, effectivement, les logements collectifs vont imposer aux gaveurs des mouvements qu'il n'a pas l'habitude de faire, aller chercher un canard, gaver en position verticale, même si on voit aujourd'hui que l'offre sur le marché des logements collectifs vous permet de choisir une solution dans laquelle vous pourrez gaver dans n'importe quelle position, et pourquoi pas une solution qui vous permet de continuer à gaver en position oblique, comme c'était fait dans les cages individuelles. Donc ça, c'est intéressant. Et après, en termes de effectivement, contraintes sur le travail du gaveur, il y a des éléments qui font que la relation entre le gaveur et l'animal va probablement changer. Et peut-être que le gaveur sera peut-être moins un opérateur et plus un animalier. Et que sa relation à l'animal, il va falloir qu'il la revoie, et que c'est peut-être quelque chose qui peut être bénéfique par rapport à la façon de considérer, d'observer ou d'avoir une relation en élevage avec l'animal. Donc il y a ce côté-là, et puis après il y a le côté, entre guillemets, gestuel, contrainte physique, contrainte imposée par le logement sur la gestuelle du gaveur qui va devoir se pencher, qui va devoir lever le bras, qui va devoir faire des mouvements qui sont des mouvements qui peuvent être traumatisants. Voilà, en termes de troubles musculo-squelettiques, on sait que les gaveurs sont particulièrement atteints, touchés, voilà, et que on en parlera tout à l'heure, la MSA, vous nous confirmerez ça tout à l'heure. On a aujourd'hui, effectivement, on s'interroge dans les équipes qui travaillent sur les pratiques d'élevage, voilà, sur les systèmes d'élevage et puis la production. On ne s'intéresse pas qu'à la qualité de production, à la quantité de production, mais aussi aux conditions de travail du gaveur. Et on essaye aujourd'hui d'évaluer avec des outils modernes qui sont mis à disposition de la recherche et puis des professions aussi, d'évaluer un petit peu quel va être l'impact sur le musculo-squelettique, par exemple, d'un passage à une cage individuelle à un logement collectif. Et après, ça veut dire qu'en termes de gestion du travail, d'organisation du travail, il faudra peut-être pas gaver une salle en 2 heures, mais peut-être gaver une salle en 3 heures en trouvant d'autres opérations, d'autres activités à mettre dans cette activité-là. Alors je vois des doigts qui se lèvent pour dire c'est pas possible, on ne peut pas le faire. Je ne sais pas comment en termes d'organisation du travail. Gaver 3 heures d'affilée. Non, j'ai pas dit gaver 3 heures d'affilée. Justement, il n'a pas dit ça. J'ai pas dit gaver pendant 3 heures, justement. Si
Je dis, au lieu de faire par exemple 2 heures consacrées au gavage dans une salle, on va faire 3 heures, on va gaver pendant un certain laps de temps, ça sera peut-être 2h10, mais ces heures, ce temps-là, il faudra peut-être le couper avec d'autres activités qui sont proches du gavage ou de l'élevage, et ça peut être possible. Mais on est obligé d'accepter un temps plus long au gavage. Oui, donnez un micro, pardon, madame, prenez le micro parce qu'entre l'avion, le vent, le chauffeur, allez-y, faites le chauffage, non, c'est faux. Allez-y. Par contre, le gavage devient une activité principale. Moi, je ne fais plus que gaver. J'ai fait un choix. C'est possible. Oui, je pense que ça peut induire un tel choix. Gaver, faire les clés, on devient gaveur. Donc, il faudra peut-être penser que le gavage devient un métier. Oui, je suis d'accord avec vous. Voilà. Et on accepte les 3 heures. 3 heures dedans, et on arrête. On fait autre chose, on pense autre chose. Mais on ne va pas faire des élèves. Alors, on va aller au bout de la démonstration, mais après on va vous donner la parole pour que vous, évidemment, vous puissiez donner votre point de vue et partager l'expérience. Mais les expériences à côté de votre intervention, si vous le permettez, je vais demander maintenant aux représentants de la MSA, Nicolas Bossumo, de bien vouloir nous rejoindre. Venez, parce qu'on va essayer de regarder jusqu'au bout les données objectives et ensuite on va échanger ensemble sur la manière dont évidemment vous percevez les choses. Parce que je retiens en tout cas de ce qu'on vient de se dire là, c'est qu'on était sans doute à un passage clé et un mouvement, un instant clé sur la façon d'envisager le travail même, la relation encore une fois avec l'animal et le travail même dans l'exploitation agricole. Alors, j'aimerais pouvoir faire maintenant avec vous, Nicolas Bossumo, un petit état des lieux et un petit point sur ce que vous, au niveau de la MSA, vous avez d'ores et déjà observé lorsqu'il s'agit finalement de parler des conditions humaines. Parce que là, nous avons parlé depuis le début de la réunion, en effet, des conditions pour les animaux, et il serait impensable d'imaginer qu'on en reste là et qu'on ne profite pas de ce moment clé, encore une fois, de mise aux normes, de nouvelles d'innovation, de nouveautés qui sortent pour ne pas améliorer les conditions de travail. Il serait absolument hallucinant qu'on se préoccupasse davantage des conditions et de l'ergonomie des sièges dans un secrétariat quelconque ou dans un travail d'open office, et qu'on ne pense pas en effet à l'amélioration des conditions de travail des éleveurs ou des gaveurs. Est-ce que vous, au niveau de la MSA, d'abord, est-ce qu'on peut faire un petit point sur ce qu'on disait tout à l'heure? Est-ce qu'il y a vraiment dans cette profession-là encore plus de dommages, de difficultés corporelles? Alors, Nicolas Bossumo, donc oui, je suis donc conseiller en prévention à la MSA Sud-Aquitaine. Alors juste pour madame qui disait on va devenir gaveur, vous l'êtes gaveur. Gaveur c'est un métier, juste voilà. Pour moi c'est un métier, on va juste voilà. Sauf qu'on juxtaposait d'autres métiers à celui-ci, d'accord. Puisqu'il bénéficie d'une technicité, il bénéficie de compétences, il bénéficie de tout un tas de choses qui font que c'est un métier. Les conditions de travail des gaveurs, pour moi, elles sont indissociables, même du bien-être animal. C'est-à-dire que j'ai du mal à concevoir un gaveur qui n'est pas en bonne santé, qui a des difficultés gestuelles, permettre un gavage de bonne qualité. Pour moi, c'est des choses qui sont liées, donc automatiquement, le fait d'avoir à repenser les modalités de gavage, automatiquement, bouscule les conditions de travail et les modalités d'exécution du travail. Alors, c'est vrai que d'un point de vue état des lieux, ça s'affiche bien. Là, vous avez un petit graphique qui reprend un petit peu toutes les maladies professionnelles, parce que c'est comme ça qu'on caractérise un petit peu l'état de santé des adhérents qui sont au niveau MSA. Quand on regarde au niveau des exploitants agricoles, là, vous avez des chiffres qui sont landais. Depuis 2004, puisque 2004, c'est la mise en place de l'accident du travail et des maladies professionnelles pour les exploitants agricoles, on s'aperçoit que en bleu, vous avez le nombre de déclarations, et sur la coupe en verte, c'est le pourcentage que représentent les gaveurs dans le nombre de déclarations. Et on s'aperçoit que dans la population qui déclare, on est presque à 50%, c'est-à-dire une personne sur deux, et exerce le métier de gaveur. Donc c'est quand même pas anodin. Ce sont des chiffres qu'il faut prendre aussi avec quelques précautions, puisque ce sont des maladies déclarées, ça ne représente pas l'ensemble des personnes qui sont atteintes de pathologie. Généralement, quand on déclare, c'est qu'on a des incapacités de travail. Voilà. C'est comme ça, par exemple, vous avez un gaveur, il a un canal carpien, il a besoin d'être opéré, donc il va faire une déclaration maladie professionnelle pour qu'il y ait une prise en charge d'un point de vue de l'accidentologie, accident de travail. Donc il y en a certainement beaucoup plus qui ont des problèmes que ce qui est affiché.
Il n'y a qu'une question à poser, c'est par exemple, quand on pose la question aux gens, est-ce que vous avez mal au dos, ils vous disent, ouais, comme d'habitude. Oui. Donc ça veut dire qu'ils ont mal au dos quand même. Mais c'est accepté dans le mode de fonctionnement, parce que de toute façon, si on ne l'accepte pas, on ne peut pas travailler. Donc ça, c'est une première chose. Quand on regarde un peu plus près au niveau des gaveurs, on a à peu près 3 grandes catégories de maladies professionnelles qui ressortent. Et celle qui est en bleu, qui est la principale, c'est ce qu'on appelle les TMS, les troubles musculo-squelettiques, on en a parlé juste là. En fait, qui sont des pathologies qui sont essentiellement liées à des inflammations, qui au fil du temps vont amener des pertes de mobilité et de capacité physique. Et quand on regarde plus précisément ces TMS, ce sont essentiellement des canaux carpiens. Voilà. À 80%, c'est des personnes qui vont souffrir du canal carpien, donc au niveau des poignets, et qui oblige à des opérations pour libérer, pour redonner de la souplesse au niveau des poignets. En deuxième position, par contre, ça c'est quelque chose qui évolue, ce sont les problèmes respiratoires. Ça c'est vrai que depuis 2009, il y a une constante, c'est-à-dire que les gens se plaignent de plus en plus, notamment dans les salles de gavage, de problèmes respiratoires. Alors c'est pas forcément lié parce qu'il y a des bactéries ou des choses comme ça, c'est des formes allergiques. Alors, on a du mal à cerner un petit peu quelle est l'origine parce que ça peut être les poussières. Les mêmes courbes se répercutent partout. Hein, ça. Le phénomène de mécanisme allergique de plus en plus déclaré, c'est un phénomène que l'on voit dans tous les secteurs, dans tous les lieux. Et par contre, on a la particularité, c'est que c'est vraiment en salle de gavage. On a des gens qui font du prêt à gaver et du gavage. Là, les mécanismes allergiques apparaissent sur les phases de gavage, donc ça nous interpelle sur un petit peu qu'est-ce qui est générateur. Ça peut être les poussières, ça peut être des bactéries, ça peut être tout un tas d'éléments, mais on a peu d'éléments, on va dire, scientifiques là-dessus. Voilà. Donc, c'est vrai que la population au niveau des gaveurs est une population qui est touchée par les TMS en majorité. Quoi. Alors, on parlait des TMS comme étant un élément essentiellement mécanique, c'est-à-dire que le fait de répéter les gestes, le fait de multiplier le nombre de canards à gaver, bien sûr, ça sollicite l'organisme. On n'est pas des machines et automatiquement, à un moment donné, l'organisme, s'il n'a pas de capacité à se reposer, il va s'user. Voilà. Sauf que une machine, on peut remplacer des pièces, un homme, c'est beaucoup plus difficile. Quoi. Voilà. Même si on fait beaucoup de progrès en médecine. Sauf qu'on ne peut pas répondre au TMS si on veut améliorer les conditions de travail des gaveurs. On ne peut pas, y répondre uniquement sur l'angle biomécanique. Il y a plein d'autres choses qui conditionnent justement ces gestes. Le logement va conditionner les gestes, la gaveuse va conditionner les gestes, le canard en lui-même va conditionner. Voilà. Donc c'est tout un élément, tout un ensemble d'éléments qui vont générer ce type de pathologie. Donc quand on parle d'amélioration des conditions de travail, il faut qu'on comprenne un petit peu comment tous ces éléments s'imbriquent pour pouvoir proposer des solutions qui puissent permettre aux gens de tenir leur santé au même titre que leurs résultats techniques ou autre chose. Donc c'est vrai que par rapport au logement collectif, si on prend d'une manière plus globale, c'est une bonne occasion de remettre à plat un petit peu la manière dont on gère son atelier, dont on va le mener. C'est vrai que les conditions de grandeur de bande, est-ce que le nombre de canards par gaveur, est-ce qu'on va continuer à avoir le même ratio ou pas, ça interpelle un petit peu tout ça, quoi. Et il y a un élément aussi qui est important, c'est celui du haut, là, c'est le facteur psychosocial. Hein, c'est un petit peu la perception qu'on a aussi du travail, la perception que l'on a nous, et puis celle que nous renvoient les autres. Et il y a un élément qui est important, c'est que l'homme n'aime pas le changement. Voilà. Quand on a mis pendant 15, 20 ans ou 30 ans à développer une technique de travail qui nous permette de tenir les enjeux de qualité produit, de production, et d'un seul coup on vous dit, ça, tu le prends, tu le mets à la poubelle, maintenant tu vas fonctionner autrement. Il n'y a pas plus déstabilisant que cet environnement-là, puisque les questions qui se posent, c'est est-ce que je vais être aussi bon qu'avant? Est-ce que je vais pouvoir avoir les mêmes rendements? Est-ce que je ne vais pas me casser le dos plus que... Voilà, ça interpelle beaucoup ce niveau-là, et ça, par contre, ça a un impact sur tout ce qui est stress et tout ce qui est survenu des TMS. Donc je pense que cette phase de changement, elle est là aussi, c'est quelque chose qui doit être accompagné pour que ça se passe le mieux possible. Alors concrètement, est-ce que vous pouvez finalement donner 2-3 idées fortes comment je veux dire ça, de capacité à faire évoluer la manière de travailler?
C'est-à-dire que très clairement, on a un petit peu discuté avant le début de cette réunion, vous vous dites, attention, il n'y a pas une seule méthode, il n'y a pas un seul comportement, on est tous morphologiquement différents, on a tous certaines aptitudes, certaines difficultés, donc cette mise aux normes, ce changement finalement technique, c'est peut-être aussi l'occasion de se poser une question qui renverse la vapeur, qui est pas on s'adapte à la machine, ou on s'adapte finalement à la contrainte, mais peut-être on choisit la façon de faire par rapport à ce que chaque système, chaque être humain, pouvons ou pas faire. C'est ça votre logique aujourd'hui. Voilà, c'est vrai que souvent on nous interpelle, on nous dit c'est quoi le logement idéal, c'est quoi le siège idéal. Honnêtement, je ne sais pas répondre à cette question-là. Puisque idéal pour qui, pourquoi, ce que moi je pense comme étant idéal n'est pas forcément valable pour les autres. Donc on est plutôt à dire quel est votre travail, essayons de comprendre un petit peu comment vous travaillez, et derrière, comment on peut adapter, trouver l'outil qui vous permette de travailler dans les meilleures conditions, mais en fonction de vos critères à vous. Voilà. Donc pour ça, on a différentes manières d'intervenir. On va dire il y a 3 grands niveaux. Il y a, soit on va intervenir d'une manière collective, on va essayer d'aller rechercher de l'information ou créer de l'information pour informer les gens sur la manière dont ils peuvent adapter leur travail. Soit on va travailler d'une manière individuelle, c'est-à-dire qu'on a des personnes qui ont des problèmes de santé, on va chercher à adapter in situ leurs conditions, mais toujours en lien avec leurs préoccupations à elles. Ou après, on va essayer de développer, nous, des démarches innovantes en mettant en place des prototypes. Alors par rapport au gavage, on a un petit peu les 3 niveaux qui ont été balayés. Alors ça, je vais peut-être pas, ça va faire un petit peu beaucoup. Hop là. Hop là. On va le mettre là. Donc, au niveau collectif, ce qui a été fait, en fait, on a été amené à travailler notamment avec le CIFOG, avec les principaux organismes professionnels qui sont dans le secteur, pour essayer d'établir ce qu'on appelle un référentiel métier. On l'a fait aussi avec l'ITABI. L'idée, c'était de dire comment on peut aider les personnes à instruire des choix pour trouver leur cage idéal. Voilà. Plutôt que de le regarder sous l'angle économique, c'est un angle comme les autres, mais il ne faut pas oublier qu'une fois qu'on les a achetés, il va falloir s'en servir. Oui. Donc on est plutôt à dire, essayons de définir quel est le mode d'utilisation que vous voulez du futur logement, et pour ça, quels sont les critères les plus importants. Donc on part comment fonctionne d'habitude, c'est-à-dire que on va aller voir les personnes qui exercent le métier pour essayer de recenser quelles sont les activités principales d'un gaveur, et à partir de là, en faire des références et montrer ce qui est important dans chaque phase. Ça va permettre après aux gens de pouvoir avoir des critères d'évaluation des différents outils. Donc par exemple, si on pose la question qu'est-ce qui est important pour vous, il y en a certains qui vont dire moi au moment du gavage je ne veux pas que mon canard bouge. Donc ce qu'il va falloir regarder, c'est la manière dont le canard est contenu dans le logement. Sauf qu'on va s'apercevoir que on ne va pas forcément le contenir de la même manière quand il aura un jour de gavage ou quand il en aura 10, quoi. Ou même sur une phase de gavage, en début de bande et en fin de ligne, on n'aura pas forcément le même besoin de contention. Donc là, il y a tout un travail du gaveur qui est d'observer, c'est vrai qu'on parlait d'animalier, d'observation, de critères d'observation, pour voir si ça se passe bien. Donc il faut que le logement le permette. Si le logement ne permet pas ça, ça va créer des restrictions dans la capacité à gérer les variabilités, donc mettre la personne en difficulté. Donc en fait, on a fait ça pour tout un tas d'éléments. Vous avez donc ce référentiel, il est téléchargeable sur le site de la MSA. Il est aussi disponible au niveau du stand. Et vous avez un ensemble de fiches, voilà, techniques par rapport à des phases de travail sur lesquelles on attire le regard sur des éléments importants. Voilà, ça sur on va dire sur la manière collective. Ça, c'est une première approche. Après, sur des approches plus individuelles, souvent on va faire de l'accompagnement, c'est-à-dire qu'une personne a des problématiques de santé, on va aller la voir chez elle pour voir comment elle travaille et derrière lui donner de l'appui méthodologique et un accompagnement pour lui permettre de trouver l'outil le plus adapté à ses besoins. Donc ça passe par différentes phases. Là, vous avez des exemples où on nous avait demandé une conception de salle de gavage, donc on va monter des maquettes, on va faire des... Alors, c'est un avantage, ce type de fonctionnement-là, c'est que ça permet aussi à la personne qui travaille avec nous, le gaveur, de s'imaginer comment il va travailler demain. Et ça, c'est en termes
ça permet de se construire et derrière de se projeter. Et déjà, si on est dans une phase de projection, ça veut dire que ça y est, on avance. Donc automatiquement, on peut se dire c'est possible. Donc d'ailleurs, c'est un effet bénéfique sur tout ce qui est risques psychosociaux, TMS, et voilà. Enfin, on est plutôt dans cette logique-là. Et je suis désolé, j'ai un peu froid, donc je tremble un peu. Je vous comprends. Allez-y. Et le dernier, c'est voilà, quand on n'a pas forcément d'éléments de départ, mais on pense qu'il y a des choses à creuser, on peut partir sur la création de prototypes. C'est des choses que l'on fait. On le fait. C'est des choses que l'on a vues ici au fil des ans. Voilà. Donc on le fait plus d'une manière. Là, on prend l'exemple du siège de Gavage. C'est un vrai prototype. C'est un vrai prototype, mais en soi, c'est un prototype pour celui qui l'a construit. Oui. Parce que celui qui l'a construit, il a réfléchi à un certain nombre d'éléments. Il a réfléchi à lui ce qui avait besoin. Bien sûr. Voilà. Sauf que si chacun réfléchit dans son coin, il le fait par rapport à ses critères. Donc nous, on a cherché à essayer de trouver quelque chose qui puisse... Là, on parle par exemple du parc collectif, puisqu'il y avait une demande sur essayer de nous aider à trouver le siège idéal. Bon, on a dit on va essayer de trouver un siège qui permette de gérer un maximum de variabilité. Donc, parce que quand on regarde, voilà, ça va de la chaise voilà, au petit tabouret, voilà. Ça, c'était un modèle qui avait été même développé par la NSA il y a une vingtaine d'années, je pense, et voilà. Je ne demande pas ce que vous en avez fait depuis. On n'en a plus de traces. Ce qui est intéressant, c'est que... Je suis en train de me rendre compte que vous êtes finalement à l'origine du concept d'amour et dans le prix. Je ne sais pas, peut-être. Allez-y. Ce qui est important, c'est que, quel que soit le siège, il est adapté à l'utilisateur. S'il a décidé de l'avoir comme ça, c'est qu'il avait des raisons pour le faire. Nous, ce que l'on a essayé de chercher, ce que l'on cherche à faire quand on a des éléments comme ça, c'est d'essayer de regrouper, de globaliser un petit peu tous ces besoins pour essayer de trouver un outil qui puisse permettre l'expression de tous ces besoins. Voilà. Et donc, c'est ce qu'on en a fait avec le siège de Gavage, et vous en avez un prototype qui est presque terminé sur le stand. Voilà. Donc, différents niveaux d'intervention par rapport à différentes problématiques, mais on part toujours du même point, c'est-à-dire on part du travail, on essaye de voir qu'est-ce qui est important dans le travail pour que ça se fasse bien, et à partir de là, on peut avancer, quoi. Voilà. Benoît, cette approche, hein, quelque part, elle correspond aussi à l'approche que vous présentiez tout à l'heure, hein, dans le principe, sauf que évidemment les portes d'entrée sont un petit peu différentes. Ça correspond évidemment à tout le travail qui a été fait au niveau des constructeurs que l'on retrouve ici sur le salon et ailleurs, au niveau du travail effectué par celles et ceux qui aujourd'hui commercialisent de nouveaux produits et de nouvelles tâches collectives. Oui, parce qu'en fait, si on prend la réglementation aujourd'hui et on fait ça de façon très théorique, finalement, on peut dessiner un logement. Et je m'étais amusé à le faire. Voilà, on peut dessiner un logement, entre guillemets, qui peut répondre à la question des professionnels. Est-ce qu'il y a un logement idéal pour le gavage? Oui, alors c'est un logement qui fait 80 cm de large, 75 cm de profondeur, qui n'a pas de plafond, dans lequel je mets 5 canards. Voilà. Est-ce que cette réponse, elle est satisfaisante pour tout le monde? Je crois pas. Et par contre, c'est au moins une réponse qui peut être suffisante et à partir de laquelle on peut raisonner chacun au niveau individuel en fonction de son bâtiment, en fonction de sa façon de travailler, en fonction des contraintes. Est-ce que j'ai un bâtiment que je dois reconvertir ou est-ce que j'en construis un neuf? Des choses comme ça. Et en fait, bon, il y a des éléments, et je pense qu'on a travaillé un peu là-dessus, qui nous permettent de partir sur une base en me disant, voilà, si je dois faire un logement, il est plutôt carré. Si j'ai un long côté et un côté court, ben, il vaudra mieux que le long côté, ce soit celui sur lequel je vais mettre l'abreuvoir. Parce que finalement, je pense qu'il est plus important d'avoir un abreuvement important pour les canards et de ne pas limiter ce côté-là. Si mon logement, il est de 75 cm de profondeur et que je ne peux pas en mettre deux cul à cul, je vais dire, comme je le faisais pour mes cages individuelles, parce que c'est trop large par rapport à ma salle, ben, je peux peut-être le réduire à 70 cm et faire 90 de large. Et c'est des choses qu'on doit réfléchir, je pense, à partir d'un projet de construction d'une nouvelle salle ou de conversion d'une salle. Avec des contraintes comme par exemple, je mets 80 cm de large, c'est ce que me dit la réglementation, mais si je mets 100, ben, si j'ai 20 logements, je vais gagner une cloison.
Est-ce qu'une cloison c'est important par rapport au passage de la cloison quand je suis gaveur et que ça me pose un problème avec le tuyau de ma gaveuse ou avec le passage du bras ou des choses comme ça, ou simplement parce que ça fait plus de ferraille à acheter à mon fabricant de logement. Donc il y a tous ces éléments-là et je pense qu'on a des éléments de réponse aujourd'hui, mais la réponse, il faut que le producteur il se la construise après et il faut surtout, je pense, qu'il essaye. Parce que quand on voit maintenant la diversité des logements, il faut essayer. De rien, Marie-Pierre, vous pourriez venir nous rejoindre peut-être pour cette dernière partie-là, mais ça veut dire qu'il faut arriver à anticiper, parce que l'un et l'autre, ce que vous dites au travers de vos témoignages, c'est que, évidemment, l'anticipation, elle est nécessaire pour prendre le temps de regarder quelle est sa pratique, la pratique qu'on convient le mieux, prendre le temps pour avoir un peu de recul sur le bénéfice, hein, quelque part, qui peut avoir à faire tel ou tel choix, prendre le temps parce que le choix d'une cage, il va rentrer dans un projet d'entreprise et donc dans un projet, pourquoi pas, de nouveaux bâtiments, hein, et donc d'investissement, etc., etc. Donc Marie-Pierre, je reviens à ce fameux calendrier. Ça veut dire que par rapport à cette date butoir du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2015, là, il y a peut-être nécessité maintenant à rentrer dans une phase de réflexion active. Ah oui, mais la réflexion active, elle a été lancée déjà depuis plus de 2 ans, enfin il y a 3 ans où on a... Non, mais je veux dire pour chaque éleveur, gaveur, bien sûr. sûr. C'était évident, mais au niveau collectif... Parce que si on dit qu'on fait du cas par cas, voilà, j'entends bien ce qui a été fait au niveau collectif, on voit bien ce qui a été fait au niveau des professionnels pour proposer des solutions. Après, si je vous entends tous les deux, il y a la réflexion individuelle qu'il faut également mener, pas que sur une question de coût, mais en plus sur une question de comment je change, comment je fais évoluer, comment je transforme ce qui est mon quotidien finalement. C'est réellement une remise à plat de l'atelier. Hein, c'est comme on réfléchit la création d'un atelier complètement différent. Là, c'est on remet à plat les cartes et puis ce qu'on en attend, l'engagement que l'on peut y consacrer. Donc effectivement, ça prend du temps. Et c'est important parce que ça trace quand même les 10 années à venir, en général professionnelles. Donc effectivement, c'est un moment important et l'échéance... Et vous avez l'impression que jusqu'à présent, les constructeurs, les innovateurs, celles et ceux qui ont fait des sièges comme cela, mais qui ont fait bien d'autres choses depuis au niveau des cages, moi j'ai le sentiment que les fabricants sont au rendez-vous, je pense. Qui reste un frein encore psychologique chez le producteur, qui est psychologique et qui est économique, parce qu'aujourd'hui ça reste plus intéressant d'aller jusqu'au bout de l'amortissement de ces logements individuels. Hein. Ça, je pense, je ne sais pas si je me trompe en disant ça, mais donc il faut faire les bons élèves, oui, parce qu'on n'arrivera pas à tout changer au dernier moment. Mais après il y a des cages qui tiennent plus debout qu'il faut changer impérativement aussi. Donc, non, mais ça veut dire que la réflexion doit être engagée pour qu'au moment où il y ait le changement, que ce soit parce que la date butoir arrive ou parce qu'il y a des changements on a tellement historiques dans les exploitations, il faut avoir pensé tout cela. Hein, il faut clairement l'avoir pensé, réfléchi le financement, qui est loin d'être neutre. Donc on a... Il y a toujours il y a une fenêtre de tir d'aide, de subvention. Alors il y avait justement donc, les 2 premières années, 2011 et 2012, on a réussi à convaincre les pouvoirs publics à nous accompagner sur un plan que l'on appelait finalement pour faire démarrer les pionniers, pour que l'on puisse avoir la démonstration que c'est faisable et que c'est possible. Donc ce plan a été quand même intéressant puisqu'il apportait une aide de 40% d'investissement plafonné à 28 000 € par exploitation. Il a été limité, on a pu changer avec ce plan 250 000 places alors qu'il faut en changer 1 200 000. Donc il est limité, le gros reste à faire, hein, c'est clair. Le gros reste à faire, l'argent public, vous savez qu'il n'y en a pas. Donc on a réussi à obtenir une petite enveloppe pour 2013 qui est pour l'instant limitée à 500 000 €, autant dire que c'est pas grand-chose. Ça va permettre de prendre en compte les dossiers de 2012 qui n'ont pas pu être pris. C'est pas éligible aux dates. Et voilà. Et ensuite on attend là que la filière porcine qui doit lui mettre aux normes pour les truies en gestation, c'était au 1er janvier 2013, ont une petite queue de temps pour finir de se mettre aux normes. C'est propre à l'oreille. Voilà. S'ils n'utilisent pas tout leur crédit, on va se battre pour que ce soit redéployé vers notre filière. On dit ça tous les jours à tous nos politiques et tous les politiques nous soutiennent, etc. Mais en fait, si les ports utilisaient toute l'enveloppe, il n'y en aura pas pour nous. Donc effectivement,
on continue au niveau collectif et professionnel à essayer de trouver des accompagnements pour les producteurs, mais honnêtement, rien n'est moins sûr aujourd'hui, et avec la conjoncture et la situation financière des pouvoirs publics, il ne faut pas attendre. Il faut aller au-delà de la partie incitation pour entamer un effet de la réflexion et pour réfléchir de quelle façon, encore une fois, cette date, cet investissement, cette nécessité peut se transformer d'une façon positive et pour le bien-être animal, on l'a bien compris, mais aussi et surtout pour l'atelier, pour l'exploitation, pour le bien-être des gaveurs. Alors, est-ce que vous souhaitez intervenir, chers amis? C'est aussi pour l'enregistrement que je vais passer les micros. C'est pas tant parce qu'on pourrait se parler comme ça. Voilà, allez-y. Effectivement, il y a un arbitrage à faire au niveau des aides de l'État. Mais entre les différentes filières, puisque le bien-être animal, il s'applique à toutes les filières. Mais ce qu'il faut rappeler, c'est que le problème fondamental que l'on a aujourd'hui, c'est le manque de dossiers. Voilà. Alors, le manque de dossiers, on a 180 000 places sous le coude, prêtes à être déposées. Hein. Oui, moi j'ai fait une enquête auprès des groupements, et c'est basé que sur les groupements. 180 000 places, ça nous amènerait à combien de pourcentage en termes de producteurs? Ça nous amène à peine à 45-50%, il en reste encore. Parce que là, fin 2012, on était à 25-30%. Voilà, 28. Donc ça veut dire qu'on a combien de producteurs de plus là 180 000 places de plus, ça nous a mené à 40% du parc. D'accord. Bon, voilà, le problème il est là. C'est inquiétant quand même. Hein. Et c'est inquiétant, et moi je pense qu'on se heurte à un double problème. D'une part, on a le prix des céréales qui a comme incidence d'amenuiser les marges des éleveurs, puisqu'on le voit. Hein. Et on en reparlera demain. Mais je ne serai pas là, alors je vais le dire aujourd'hui. Et noter. Alors, c'est vrai que l'incidence directe, c'est un amenuisement, le signal qui est amené aux gaveurs et aux producteurs. Moi, je suis éleveur, ça fait 20 ans que j'élève du canard. J'ai des marges nettes qui s'amenuisent depuis 3 ans. C'est pas une vue de l'esprit, c'est une réalité. Alors, on demande aujourd'hui à des gaveurs de faire des investissements qui vont leur coûter à peu près 50 000 € pour 1000 places, et en même temps, il y a des rémunérations qui sont à la baisse. Donc ça, stratégiquement, c'est une mauvaise chose. On a un signal qui n'est pas bon. Et de l'autre côté, moi je vois beaucoup d'éleveurs qui s'interrogent, mais par contre, qui partent à la conquête de terre pour faire des céréales. On a ce double problème. Et véritablement, l'élevage, on le voit, ça pose des problèmes physiques, hein, de passer une carrière à gaver. Mais faire du gavage, c'est pas faire de la céréale. Voilà, donc à un moment donné, il faut que la rémunération le suive. Et s'il n'y a pas ça, on pourra toujours batailler sur l'ergonomie. Si on n'a pas de main des gaveurs, on pourra faire des salles ergonomiques, mais il faut des gaveurs. Message passé. Je vais faire passer, vous avez un micro, là, allons-y. Oui. Il faut peut-être l'allumer. Oui, c'est bon. Je voulais apporter un témoignage. Moi, je m'appelle Pierre Lacroix, donc je suis éleveur-gaveur. J'ai aménagé une salle de gavage en mai 2012. Donc j'ai fait 20 000 canards de poulies en gavage, logement collectif. Et voilà, je suis très intéressé parce qu'il y a un point qui a été soulevé, et bon, je vais le soulever. C'est le côté, au niveau physique, bon, moi je mets à peu près, si vous voulez, 2 heures et quart pour gaver 1250 canards. Donc bon, le physique c'est bon, ça suit. Par contre c'est le côté psychologique, donc vous avez abordé un petit peu ce côté-là. Et c'est vrai que, bon, moi je suis également thérapeute en médecine naturelle, donc je suis sensible à ce côté-là. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, bon, on a vu pas mal de choses sur des témoignages de gaveurs, sur des revues, où ça paraît idyllique, quoi, le garage en parc. Bon, moi personnellement, on a des coûts économiques qui sont relativement importants. Et ça, je pense, ça rentre en compte dans au niveau psychologique, puisque c'est vrai que moi, par exemple, je parle de mon cas, amortissement 60 centimes par canard, main d'œuvre 22 centimes. 20 centimes, pardon. Donc c'est-à-dire que je passe 1 heure de plus par jour à gaver. Par rapport à la cage individuelle, toujours pareil, on se compare à la cage individuelle, mais bon, on se compare à quelque chose. Et donc aujourd'hui, c'est 80 centimes par canard. Et ça,
On n'a pas de compensation par rapport à ça, parce que les prix n'ont pas augmenté. Voilà, donc ça, c'est, à mon avis, c'est relativement inquiétant sur le long terme. Hein. Merci pour ce témoignage. C'est pas une question, mais c'est plus un témoignage. Quelqu'un d'autre veut intervenir? Hop, le micro va circuler. Non, c'est pour l'enregistrement. C'est pas pour... parce qu'encore une fois, on pourrait se parler sans. Mais, moi, je suis de la couveur. Il m'a été posé la question il y a 2 ans, ici au Grand Expo, par un éleveur-gaveur. Il m'a posé la question, quand est-ce qu'on va obtenir un canard prêt à gaver, calme en gavage? Je lui ai répondu, quand les éleveurs seront calmes et présents tous les jours. Si vous voulez obtenir des résultats, que ce soit en part collectif. Je ne vous demande pas si l'INRA a étudié ce phénomène. Non, mais justement, je voulais parler de ce problème dès le premier propos. Parce qu'on a abordé tous les sujets, scientifiques, technologiques, techniques, etc. On n'a pas abordé le problème philosophique ou culturel. Ça appartient à la culture et à la philosophie, que je vais évoquer aujourd'hui. Donc, quand on aura obtenu des éleveurs qui seront calmes et présents tous les jours auprès des animaux, on pourra avoir en gavage un canard calme qui est un caractère essentiel pour obtenir des résultats en part au sol qu'en cage collective. La génétique a essayé de faire quelque chose et ça a comme incidence le fait de réduire la part viande du canard. Donc, je pense que les recherches à ce niveau ne se sont pas poursuivies à cause de ce critère-là. Et ce critère économique. Alors voilà ce que je veux dire, c'est que le choix qui est fait en parc collectif ou en parc au sol dépend aussi, en grande partie, du comportement du gaveur auprès des animaux. Chaque gaveur qui aime un animal, il obtient des résultats techniques. Et si on obtient des résultats, si on aime l'animal, on ne fait pas souffrir l'animal en gavage. C'est tout ce que j'ai à dire. Message passé. Quelqu'un d'autre souhaite-t-il intervenir, poser une question à nos experts? Madame, le micro va revenir. Cette fois-ci, je vous demande de l'utiliser. Merci beaucoup. Il est allumé. Allez-y. Je suis d'accord avec monsieur Découvert et moi je mettais la fenêtre, je suis passée en mars 2012 en cage collective alors qu'ils sont un peu spéciales, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas du tout contenus, c'est la fameuse cage, on garde comme un épinette, c'est la cage. Il faut vous parler plus près de micro, madame. Je sais que c'est... Voilà, merci. C'est de l'Orberie, donc j'ai fait par choix. Je suis une ancienne gaveuse de pâtes, je suis passée en 91 en cage individuelle et je savais que je ne voulais pas gaver par-dessus et continuer à canard. Donc je n'avais qu'un choix, soit j'attendais en 2016 le parc au sol, soit que quelqu'un me sorte une cage. Bon, ben, l'Orberie a sorti la cage, je l'ai essayé et vraiment ça m'a plu. C'est vrai qu'il faut avoir un comportement très calme avec le canard, il faut regarder le canard, il faut aimer. Et là, on a un problème, c'est qu'on a des canards en élevage qui sont de plus en plus durs. Et on est confronté avec des gaveurs qui gavent en cage individuelle. Donc nous, on reçoit des petits canards, des canards déboîteux, pour faire des tris. On n'est pas du tout aidé, il faut être costaud mentalement, parce qu'on n'est pas du tout aidé. On a fait un choix, je l'ai accepté et vraiment ça me plaît de gaver en cage collective. Je suis peut-être une des seules, mais même si je gave 3 heures, mais vraiment j'aime. Mais on n'est pas du tout aidé par des contrats, on n'est pas aidé par rien. On se bat parce que bon, il fallait découvrir. À chaque saison, il y a un comportement différent par rapport au cage collective. On n'est pas du tout aidé. Et moi j'ai peur que ce soit psychologiquement qu'on perde un peu pied. Parce qu'il y a plein de paramètres à trouver, à mettre au point. Pourtant, j'ai réussi, parce que je suis une battante. Mais c'est pas dit que tout le monde puisse le faire. Ouais. Alors, cette remarque, elle est intéressante. Elle nourrit un petit peu ce qu'on disait aussi tout à l'heure, un moment entre nous. C'est-à-dire que, bon, il y a peut-être une forme d'accompagnement. Alors, on peut l'appeler formation pour les uns, on peut l'appeler accompagnement dans l'échange pour d'autres. Mais en tout cas, il y a peut-être une forme. À quoi on est confronté? On a les éleveurs, c'est vrai que je dis que les éleveurs aussi ont des conditions très dures. On a une condition climatique d'élevage qui est très dure. Et nous, on est obligés d'accepter. On lui dit, vous n'avez pas le droit d'accepter. Et ça, non, il y a quelque chose qui... Ouais.
Parce que nous aussi, c'est dur, on accepte, c'est pas évident. En cache mutuelle, on accepte beaucoup de choses. En cache collectif, il faut faire attention. C'est un autre gavage. Ça montre bien en effet qu'on est encore une fois peut-être à une forme de croisée des chemins, il y a une nouvelle manière d'appréhender son métier, d'appréhender alors ses métiers, parce que ce serait limitatif de dire un métier simplement, ou ses métiers, son exploitation, son quotidien finalement, et que au travers, là on parle de la contrainte réglementaire, on parle simplement de la partie obligatoire, il y a sans doute une remise en cause collective, et que sans doute au niveau de l'interprofession d'ailleurs, il y a aussi des réflexions à avoir sur ce partage d'échanges, ce partage qui n'est pas que technique, qui n'est pas que sur le gain de production, qui n'est pas que sur la qualité des produits, mais qui est aussi finalement sur l'accompagnement d'une profession, d'hommes, de femmes, surtout si je vous écoute, Monsieur le Président, ce matin, à un moment où on est aussi à la croisée des chemins de la génération. Et avec énormément de transmission, énormément de passages de témoins qu'il faudra arriver à faire avec une jeune génération qui va sans doute arriver aussi avec comme tout ce que nous avons dans notre société, de nouveaux réflexes, de nouvelles attentes, de nouveaux comportements, que ce soit dans ce qu'on est prêt à accepter dans notre quotidien au niveau purement physiologique, mais aussi psychologique, sociétal et de comparaison par rapport finalement à d'autres professions ou à d'autres manières de réussir, de gagner sa vie et d'avoir, au travers de ce travail qui est souvent une passion, une exploitation vivable et viable. Ça fait, je sais bien que ces deux qualificatifs sont maintenant fortement utilisés, mais ils correspondent sans doute à une réalité. Alors, ce salon est sans doute l'occasion, ma foi, aussi de confronter les différents points de vue, en tout cas les différentes expériences, parce que la vôtre est intéressante, toutes ces expériences sont intéressantes aussi à partager. On a bien entendu qu'il y avait finalement collectivement des choses qui devaient se faire, mais aussi individuellement des réflexions à avoir sur la manière de procéder. Le fait d'avoir ici à quelques mètres carrés, finalement, avec quelques mètres carrés, un nombre important de propositions commerciales, certes, mais de propositions techniques, de solutions, pour voir si on préfère exercer de telle ou telle façon le gavage. C'est sans doute aussi un moment un petit peu unique. Alors, on va terminer là cet échange, cette table ronde. C'est pas une conclusion, c'est peut-être simplement une manière de se dire que c'est peut-être derrière cette porte-là, par d'autres échanges, qu'on va pouvoir essayer de progresser ensemble. En tout cas, merci d'être venu, d'être resté malgré les conditions un petit peu de froid que nous avions aujourd'hui. Et puis, rendez-vous demain pour la deuxième partie, parce que demain, à 15h, tout est lié. Hein. Là, aujourd'hui, tout est lié. Aujourd'hui, nous allons parler de ce volet. Demain, nous parlerons de nutrition. Nous parlerons de coûts dans les exploitations. Tout cela, encore une fois, pour essayer, au fil de ces différents colloques, d'avoir des pistes de réflexion globales et individuelles. Merci beaucoup de votre attention. Gracias.
Non, j'ai repris le premier. Le premier lot que j'ai repris. Non, ça n'avait pas cette Bon,